la parole. Là, les derniers commencent à arriver. Yvon, je te passe la parole. Merci Valérie. Donc, bon, je m'appelle Yvon Bougin, donc je suis consultant, formateur depuis pas mal d'années, on va dire, et partenaire, bien sûr, de la FQP Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, excusez-moi, hein, pour oublier le dernier venu dans la région. Donc, j'ai ma formation, donc moi, je suis ingénieur mécanicien, et c'est vrai que une partie de mes activités se sont déroulées dans le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, c'est un peu le fait du hasard, donc je travaille dans d'autres secteurs, notamment dans certaines collectivités territoriales, dans certains services de l'État, et beaucoup dans le secteur médico-social, qui est un secteur extrêmement riche en matière d'organisation et de management, tout simplement parce que ben, les clients sont des gens difficiles, personnes âgées, démentes, en situation de handicap. Donc, j'y trouve beaucoup d'intérêt, effectivement, à travailler dans ce secteur-là. Mais là, on va revenir un peu au secteur industriel. Donc, en ce qui concerne les AMDEC, alors d'abord, excusez-moi, je vais essayer de structurer ma présentation sur 3 quarts d'heure et puis on va garder un petit quart d'heure pour échanger, pour répondre à vos questions. Donc, les AMDEC, j'en ai pratiqué énormément il y a quelques années. Ça fait quelques années que j'en pratique plus. C'est effectivement un outil qui est extraordinaire, qui a été inventé, paraît-il, par Ford dans les années, je dirais pas quelles années, 50, 60, je ne sais plus exactement. Donc c'est un outil qui nous vient des États-Unis. Et c'est un outil en fait de contrôle, mais j'aurai le temps de développer un petit peu cette approche AMDEC. Alors, en français, analyse des modes de défaillance, de leurs effets, de leur criticité. Le terme original, c'était FMECA. Ça se dit encore dans certains secteurs. Alors, je ne vous garantis pas l'accent anglais, hein, mais c'est Failure Mode euh, Effect on Criticity Analysis. Voilà. Donc, traduction française, ben, traduction quasiment littérale, analyse des modes de défaillance, des effets de la criticité. En fait, quand on parle de l'AMDEC, on va parler des AMDEC, parce qu'il y en a trois. Et très souvent d'ailleurs, et ça pourra peut-être faire l'objet d'un petit débat, avec, comme on a vu apparaître en termes d'exigence dans le référentiel ISO 9001 2015, donc il y a déjà 8 ans, 9 ans maintenant, on a vu apparaître la notion de risque. Et c'est vrai que beaucoup se sont engagés à travailler un peu sur des analogies avec l'AMDEC ou utiliser l'AMDEC. Bon, il y a du bon et du moins bon, mais on pourra échanger sur faut-il utiliser l'AMDEC dans une approche générale de gestion des risques. Ça peut être une question qu'on peut, un petit débat, un mini-débat qu'on peut engager. Alors, en attendant, on va travailler sur les différents AMDEC. Donc, en fait, euh, des AMDEC, ce sont des outils de contrôle. Ces AMDEC sont des outils de contrôle à plusieurs endroits différents dans un cycle de développement et de conception et de développement et de production de nouveaux produits ou de nouveaux procédés. Donc, on trouve effectivement, si on pouvait mettre, enfin, c'est pas si on pouvait, on doit mettre une chronologie dans l'utilisation des AMDEC. Une entreprise peut utiliser un AMDEC ou deux ou trois. Bon, ça dépend un petit peu de sa typologie, bien sûr. Une entreprise qui fait que de la production va plutôt utiliser un AMDEC procédé. Une entreprise qui fait de la conception et de la production peut utiliser enfin, successivement, on va dire, les AMDEC produits et les AMDEC procédés. Et une entreprise qui, elle aussi, fabrique ses propres outils, ses propres équipements, ça peut arriver. Hein. Certaines entreprises, on n'achète pas des équipements standards, des machines standards, mais on les fabrique parce qu'on a des productions qui sont un peu particulières. Et donc, certaines entreprises conçoivent et fabriquent leurs propres équipements. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la troisième catégorie d'AMDEC, qui est l'AMDEC moyen, un moyen de production. Donc, ce sont des outils de contrôle. Hein. Ce ne sont pas des outils. Par exemple, ici, je vais revenir sur la notion d'AMDEC produit. Vous voyez, j'ai essayé de placer ça dans le temps. En fait, on a une phase de conception. Donc, cette conception confie à un bureau d'études, effectivement, et symboliquement, je vais dire, la fin d'une phase de conception, très souvent, c'est un prototype. Il peut y avoir d'autres choses. Hein. Là, je fais un petit peu court, si vous voulez, c'est pour donner des repères dans le temps. Donc, on conçoit et à la fin, on a un prototype. Et habituellement, si on ne fait pas d'AMDEC, on va lancer le prototype en phase d'industrialisation. Hein, et puis, derrière, on va ensuite produire. Donc, avec toutes les phases, pré-série, etc., qu'on connaît bien.
quand on est dans l'industrie. Donc, en fait, à partir de là, dans cette phase de conception, on a pris un certain nombre de décisions. Décisions sur la conception du produit lui-même, décisions sur les matériaux à utiliser, décisions sur les fonctions, etc., sur les performances. Et si une fois qu'on a fini cette phase de conception, donc que le prototype a été défini et validé, eh bien, on va rentrer dans une phase effectivement de fabrication hein, du produit en question. Et à ce moment-là, on va détecter tous les problèmes qui peuvent se produire parce qu'on a fait des erreurs en conception. Alors, les erreurs, elles sont obligatoires. On ne peut pas fabriquer quelque chose sans se tromper, c'est la perfection n'étant pas de ce monde. Donc, vous comprenez que les AMDEX, ce sont des opérations de contrôle. C'est-à-dire qu'avant, on a décidé en quoi serait fait l'objet, le produit en lui-même, le système, on va dire, que ce soit un objet, que ce soit, enfin, peu importe, et c'est un objet en général. Et à partir de ce moment-là, avant de lancer définitivement les achats, les approvisionnements, etc., eh bien, on va faire un petit contrôle. Enfin, pas un petit, on va faire un contrôle. Donc, les AMDEC, à tous les stades, ce sont des opérations de contrôle. Donc, l'AMDEC produit, c'est un contrôle de la conception. On va remettre en question la conception, enfin, on va analyser tous les éléments de la conception et on va essayer de savoir si on a fait les bons choix ou pas. Et avec comment dire, une approche risque, effectivement. Alors, vous voyez, l'AMDEC produit, quand on parle un produit, c'est d'abord un ensemble de fonctions, bien sûr. Hein, avant d'être une matière, avant d'être une couleur, avant d'être un ensemble de composants, ce sont d'abord des fonctions. Et c'est vrai que la plupart du temps, enfin, je pense que si dans vos entreprises, vous avez des bureaux d'études, vous avez certainement utilisé des techniques qui s'appellent l'analyse fonctionnelle. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord, avant de fabriquer un objet, avant de concevoir un objet, se demander quelles sont les fonctions qui sont nécessaires. Si je prends l'exemple d'un tout bête, hein, voilà, pour que ce soit clair, si je prends l'exemple d'un stylo bille, avant de faire un stylo, enfin un stylo ou un feu, peu importe, eh bien, on va identifier les fonctions et dans traditionnellement, je fais court aussi, mais on a des fonctions d'usage, on va dire, quelles sont les fonctions pour celui qui va utiliser l'objet, et il y a aussi des fonctions contraintes. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais peu importe. Donc, ça veut dire que avant de concevoir, en règle générale, on fait une analyse fonctionnelle. Quelles sont les fonctions qui sont attendues du produit, quelles sont les performances de ces fonctions et quelles sont les fonctions aussi contraintes qui sont nécessaires pour que le produit fonctionne correctement. Donc, une fois que ces fonctions sont identifiées, eh bien, c'est à ce moment-là que le bureau d'études va faire des choix pour, par exemple, sur le stylo bille, on va définir une qualité d'encre, on va définir une fluidité de l'encre, on va définir une couleur, une contenance du réservoir, une fonction d'étanchéité, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que le stylo bave. D'abord, quand il est fermé, il ne faut pas que ça coule par la poche, et quand on arrête d'écrire, il ne faut pas que ça continue à couler. Donc, il y a une qualité d'encre. Enfin, tous ces choix-là sont faits sur le papier, on va dire, et ensuite, effectivement, à la phase d'industrialisation, donc on fait un prototype et après, on va commencer à acheter. Donc, en fait, l'AMDEX se situe exactement à cette frontière-là. Avant d'engager des dépenses, hein, quand on est au bureau d'études, on n'a rien engagé. Enfin, on a fait des petites dépenses quoi, pour faire des petits tests, des bricoles comme ça. Mais on n'a pas vraiment engagé de dépenses en termes d'achat, en termes d'approvisionnement. Donc, avant d'engager ces dépenses, et on va s'assurer qu'effectivement, on n'a pas trop fait d'erreurs. Et si on a fait des erreurs de conception, eh bien, on va les remettre en question. Donc, je vous montrerai des exemples hein, d'AMDEC produits pour qu'on soit peut-être que ce soit plus clair. Donc, je répète, ce qu'il faut se rappeler, c'est l'AMDEC produit, c'est une étape de contrôle entre la conception et l'industrialisation ou entre la conception et la fabrication. Alors, on va remettre en question effectivement ces fonctions et on va souvent, d'ailleurs, c'est le principe même des AMDEC, c'est qu'on va comparer avec une expérience. C'est-à-dire que les gens qui vont pratiquer l'AMDEC, ce sont des professionnels, hein, donc ce sont des professionnels du bureau d'études, bien sûr, des ingénieurs, ce sont des professionnels de la production, ce sont aussi peut-être, pourquoi pas, des commerciaux qui ont écouté les clients, etc. Et on va comparer, parce que, alors, je quand on conçoit un nouveau produit, on conçoit toujours un produit pas identique, mais dans une même gamme de ce qu'on sait faire. Hein, si on fabrique des stylos billes, on ne va pas inventer une machine à coudre.
Et si on fabrique des machines à coudre, on ne va pas inventer des instruments de musique. Donc, en fait, une entreprise, elle a un métier, elle a un savoir-faire. C'est le stylo-bille, c'est, je sais pas, moi, peu importe, hein, c'est des machines, c'est le caramel pour notre président. Et donc, chaque fois qu'on va innover quelque chose, ce sera quand même dans cette gamme-là. Donc, on peut toujours, et ça, c'est le principe des AMDEC, on va toujours analyser une nouvelle conception en fonction de ce qui existe. Et donc, on va faire appel à l'expérience des gens qui connaissent bien le métier. Donc, des représentants du bureau d'études. Les AMDEC se font toujours en groupe. Hein. C'est une opération qu'on va partager avec d'autres. Et un groupe AMDEC, c'est toujours un groupe qui est composé de représentants, de professionnels qui connaissent bien la boutique, qui connaissent bien les produits. Par exemple, on va dire, tiens, ce nouveau stylo, eh bien, on a mis la même qualité d'encre. Alors, on a une forme différente hein, parce que ça correspondait à une attente un peu différente, mais on a mis la même qualité d'encre qu'un stylo déjà fabriqué. Est-ce qu'on a déjà eu des problèmes avec ce stylo? Bon, ben oui ou non. Ben, si on n'a plus de problème, on va valider le choix de cette encre. Et qu'on va dire, effectivement, on peut réutiliser la même encre que sur le produit XC machin qu'on avait conçu il y a 2 ans parce qu'il n'y a pas posé de problème. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on considère qu'il n'y a pas de risque. Si l'encre avait posé des problèmes, à ce moment-là, on rectifie ou je pense que ça aura déjà été rectifié. Alors, il y a souvent deux questions, soit le composant ou le choix qu'on a fait parce qu'une fonction, elle est assurée par des éléments, par des composantes. Hein, la fonction d'écriture, elle est assurée par une largeur de bille, elle est assurée par une qualité d'encre, elle est assurée par, etc., etc. Donc, à chaque fois, nous, on va évaluer, comment dire, les risques, les défaillances de l'élément hein, qui constitue la fonction, qui assure la fonction, pour savoir si les choix, effectivement, de ces éléments sont bons par rapport à la fonction attendue. Donc, dans ce cas-là, si c'est une nouvelle encre, par exemple, hein, on a décidé effectivement qu'on allait utiliser quelque chose qu'on n'a jamais utilisé par le passé, là, il y a un risque important. On comprend bien que les AMDEC sont basés sur l'évaluation des risques. D'ailleurs, c'est dans le mot. Et effectivement, utiliser une encre déjà utilisée dans un stylo-bille précédent, le risque, il est nul. On verra comment on va évaluer ces risques un petit peu plus, de manière un petit peu plus précise. Si on a une nouvelle encre, à ce moment-là, eh bien, le risque, il est maximum puisqu'on n'a pas d'expérience. Donc, on ne peut pas dire il n'y a pas de risque. Donc là, le risque, quand on ne sait pas, c'est un maxi, tout simplement. En termes d'occurrence, alors après, c'est surtout en termes d'occurrence, mais on y reviendra là-dessus. Donc, l'AMDEC produit, ça concerne une opération de contrôle en fin de conception, avant industrialisation, avant qu'on ait engagé des dépenses importantes. Parce qu'après, si on détecte des problèmes une fois qu'on commence à fabriquer, ou pire, une fois qu'on a vendu l'objet, les coûts de modification sont énormes. Il faut changer les équipements, il faut changer les machines, il faut approvisionner différemment. Donc, c'est pour ça que l'intérêt d'une AMDEC produit, c'est de se faire justement juste avant hein, qu'on ait engagé ces dépenses. Et c'est même le principe de tous les AMDEC. C'est une opération de contrôle. On va revoir la conception, on va revoir l'industrialisation, donc c'est-à-dire la manière de produire quelque chose. On va revoir là encore les AMDEC moyens. Une AMDEC moyen, c'est une AMDEC produit, mais réalisée sur un équipement, qui est un produit un peu particulier, on va dire. Sinon, les deux formes basiques, c'est AMDEC moyen, enfin AMDEC produit et AMDEC moyen, et l'AMDEC produit et l'AMDEC procédé, et l'AMDEC moyen, c'est un AMDEC produit appliqué sur un produit particulier qui est un équipement de production, avec des fonctions qui sont spécifiques, des fonctions de sécurité qu'on n'a pas forcément dans les produits, etc., des fonctions de dépannage, par exemple, hein, d'entretien, hein, qui sont des fonctions spécifiques aux équipements de production. Donc, alors, je termine, je jette toujours un petit coup d'œil sur le temps parce que ça va très vite. 3 quarts d'heure, c'est pas beaucoup. Alors, ça, c'est l'AMDEC produit. Ensuite, on va dans l'ordre chronologique. Donc, une fois qu'on a revu la conception avec une AMDEC produit, et on va industrialiser. Et ensuite, cette phase d'industrialisation, en fait, on va la transformer en une production de série. Donc, en phase d'industrialisation, c'est les méthodes, on va dire. Hein. AMDEC produit, c'est le bureau d'études, et l'AMDEC procédés, pardon, ce sont les bureaux des méthodes qui les conduisent, mais toujours avec des groupes, avec des représentants de toutes les fonctions. Hein, mais simplement, c'est l'AMDEC procédé se fait au moment où on va élaborer les modes de production, on va élaborer les gammes de travail, comme on appelle ça dans l'industrie,
dans certaines industries. Donc, en fait, là encore, on va laisser les méthodes travailler, on va laisser les méthodes élaborer leur gamme de fabrication. Donc, quelles opérations on va faire, quel type d'opération, on va faire du brasage, on va faire du soudage, on va faire, je ne sais pas quoi, moi, de la chauffe, de la cuisson, etc. Et combien de temps, sur quels équipements. Donc, tout ça, c'est défini, hein, les gammes d'opérations sont définies. Et à ce moment-là, là encore, si on ne fait pas de contrôle, eh bien, on va mettre en œuvre ces gammes. Donc, on aura des équipements, on aura des réglages, on aura un tas de choses qui seront déjà définies. Et si on détecte des non-conformités, hein, parce que l'AMDEC produit détecte des défaillances de l'objet et l'AMDEC procédé détecte des défaillances de la fabrication, autrement dit des non-conformités. Hein, la défaillance en procédé, c'est une non-conformité, c'est-à-dire qu'on a une production qui fabrique des produits non conformes, peu ou beaucoup, etc. Donc, on va revoir tout le procédé de fabrication, donc toutes les gammes de fabrication, avec une AMDEC procédé, et revoir effectivement toutes les étapes, et à nouveau, regarder si on a déjà une expérience sur chaque opération, si ce sont des opérations nouvelles, quelles informations on a par le passé qui pourraient nous dire il y a un risque ou il n'y a pas de risque. C'est toujours le principe de l'AMDEC, on compare avec des productions passées. Donc, des conceptions pas identiques, parce qu'on ne fait pas jamais la deuxième fois, mais des conceptions qui ont été faites déjà auparavant, mais qui évoluent, et là encore, des procédés de fabrication. C'est extrêmement rare qu'une entreprise innove totalement un procédé de fabrication. Hein, on va innover par petits bouts. On va ajouter des opérations. Avant, on ne savait pas travailler l'inox, maintenant on sait, ou le titane, ou je ne sais pas quoi. Mais on a beaucoup d'opérations qui sont identiques à un savoir-faire qu'on a déjà par le passé. Donc, l'AMDEC procédé, c'est exactement le même principe. Hein. Simplement, c'est un principe de contrôle. Donc, je répète, c'est important, ce ne sont pas des outils d'aide à la conception et des outils d'aide à l'industrialisation, ce sont des outils de contrôle. Donc, on les utilise quand on a terminé, quand on a terminé une conception avant d'investir, quand on a terminé un mode d'industrialisation avant d'acheter des équipements, avant de les équiper, etc., etc. Voilà. Donc, oui, ce sont toujours les AMDEC permettent toujours de faire des modifications, de revenir sur ce qui a été défini en termes de produits ou en termes de procédés avant d'avoir engagé des dépenses. Parce qu'après, c'est toujours compliqué. Et après, effectivement, ben, très souvent, quand on a fait un mauvais choix de matière, ben, on subit les ennuis de ce mauvais choix de matière jusqu'à ad vitam aeternam, tant que ça ne remet pas en question, effectivement, il n'y a pas de danger, etc. Mais très souvent, on vit avec des problèmes qui auraient pu être détectés en conception ou qui auraient pu être détectés en industrialisation, puis on ne le fait plus parce que voilà, ben, c'est fini, il faut livrer, il faut produire, et puis on n'a plus de temps, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens. Donc ça, c'est l'AMDEC procédé qui valide, donc qui contrôle et qui valide un mode de fabrication. Donc, après chaque AMDEC, effectivement, on a cette analyse et on a aussi des actions d'amélioration, bien sûr. Ce n'est pas simplement dire c'est bon, c'est pas bon. Pour tout ce qui n'est pas bon, eh bien, on va engager des actions d'amélioration avant, là encore, hein, de passer à la phase suivante, donc à l'industrialisation pour la conception ou à la production pour, les procédés. Alors, le dernier AMDEC, je dirais, je vais un petit peu plus rapidement parce que je répète, un AMDEC moyen, c'est un AMDEC produit appliqué à un moyen de production, à un équipement. Et cet AMDEC-là, il se fait pas assez fréquemment parce que c'est vrai qu'il y a relativement peu d'entreprises qui fabriquent leurs propres équipements, mais ça existe. Hein. Et donc, l'AMDEC moyen, c'est mis en œuvre dans ce cas-là, quand une entreprise fabrique son propre équipement ou quand une entreprise fabrique des équipements. Hein. Quand c'est le métier d'une entreprise de fabriquer les machines, eh bien, elle va faire des AMDEC produits, mais avec, c'est la même chose, on va dire. Simplement, on a des fonctions qui sont spécifiques à des équipements. Par exemple, je répète, des fonctions de sécurité ou des fonctions d'entretien qui sont des fonctions relativement classiques. Et donc, effectivement, un AMDEC moyen, ça se fait avant de lancer la production d'une machine. Donc, on aura fait des choix de matériaux, d'équipements, de longueur de glissière ou de je ne sais pas quoi, et tout ça, ce sera remis en question. Et une fois qu'on a validé ces choix en conception, eh bien, on va lancer la fabrication de la machine. Donc, je ne sais pas si vous avez, on va peut-être garder, si vous avez des questions, je peux y répondre. Sinon, on les garde pour le dernier quart d'heure. Je regarde, il est 9h20. Alors, je vais
Je vais vous montrer un exemple d'AMDEC produit. Donc, alors, l'AMDEC produit, je répète, ça se fait en groupe avec des représentants de toutes les fonctions de l'entreprise et éventuellement, enfin, toutes les fonctions d'entreprise, y compris les fonctions commerciales qui sont censées connaître effectivement les problèmes qu'il peut y avoir par le passé hein, sur des produits. Alors, en règle générale, donc, on va analyser les modes de défaillance. On est sur l'AMDEC produit, hein, des fonctions. Donc, on va voir sur la colonne de gauche d'un document hein, qu'on va utiliser comme enregistrement de notre analyse AMDEC produit, eh bien, on va avoir la liste des fonctions, effectivement. Alors, des fonctions générales, principales, et des fonctions subalternes, on va dire, hein, secondaires. Par exemple, euh, dans je ne sais plus ce que c'est, hein, cette pièce qui s'appelle un clapeur. Donc, en fait, on a la fonction qui est une fonction de maintien. Je pense qu'on va, ça, apparemment, c'était sur un travail de fil. Donc, on va un objet qui va pincer le film, qui va le serrer, etc. Les modes de défaillance, par exemple, ça peut être une absence de serrage ou ça peut être un serrage défectueux. Donc, d'abord, hein, cet index produit, elle se fait toujours à partir de toutes les fonctions, effectivement, et de toutes les fonctions secondaires. Fonction principale, fonction secondaire, fonction tertiaire, etc. Bon, bah, en fonction de enfin, selon la complexité du produit hein, sur lequel on va faire une AMDEC, eh bien, effectivement, on a une liste de fonctions qui est plus ou moins longue. Alors, quand on a des produits complexes, effectivement, souvent, on fait des AMDEC par fonction ou par sous-fonction, hein, tout simplement. Voilà. Parce que vous verrez, enfin, on en reparlera un petit peu, les AMDEC, ce sont des outils qui sont extrêmement utiles, extrêmement pratiques, extrêmement efficaces. Ils ont un problème, c'est un problème de temps. C'est toujours pareil. Hein. Et vous verrez que si, quand on est animateur ou quand on anime des AMDEC, il faut être extrêmement attentif au temps parce que ça lasse vite. Une AMDEC, on va itérer toujours les mêmes choses. Quels sont, alors on va prendre une opération, on va prendre une fonction, une sous-fonction, quels sont les risques, euh, quelles sont les occurrences de risques, quelles sont, etc., etc., etc. Et si on a un produit avec 50, 100, 150 sous-fonctions différentes, eh bien 150 fois, il va falloir faire ça. Donc, le problème auquel sont confrontés les gens qui font de l'AMDEC, c'est un problème de temps. Très souvent, pour être plus clair, quand on apprend l'AMDEC, les premiers mois, on en fait partout et ça marche bien. Sauf que pour faire une AMDEC, on va mobiliser les gens pendant une demi-journée, voire des fois une journée. Et à la deuxième, les gens viennent à reculons. Et à la troisième, ils viennent. Voilà, c'est ça le problème. Hein, parce que ça prend du temps. Et on a toujours beaucoup de mal, mais ça, c'est un mal français, hein, à faire la différence entre l'important et l'urgent. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout le monde a le nez dans le guidon et qu'on n'a jamais le temps de rien faire, mobiliser des gens pendant une journée complète, c'est difficile. Donc ça, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'en tant qu'animateur AMDEC, il faut être vraiment un maître du temps, un garde du temps, et je vous donnerai quelques petites astuces, si vous voulez, pour faire en sorte, effectivement, qu'on ne discute pas. Parce que dans un groupe AMDEC, vous avez des gens techniciens, ingénieurs de production, ingénieurs d'études, ingénieurs méthodes, ingénieurs commerciaux, etc. Donc, ce sont tous des gens passionnés. Et donc, ça, la tendance, c'est que ça part dans tous les sens et ça discute pendant des heures et des heures. Et on n'a pas des heures et des heures à sa disposition tout le temps. Donc, souvent, attention à ce que les expériences d'AMDEC soient vraiment maîtrisées en termes de temps. Sinon, les gens viendront. Voilà. Hein, pareil. Ils ne vont pas dire je ne veux pas, mais j'ai pas le temps, etc. Et puis, petit à petit, c'est comme ça que ça se délite. Hein, au début, tout nouveau, tout beau, comme aurait dit ma grand-mère. Et puis après, bon, on a autre chose à faire de plus important, de plus urgent, je vais dire. Voilà. Donc, cette petite digression faite, donc, à partir de cette liste de fonctions, de sous-fonctions, effectivement, eh bien, on va identifier un mode de défaillance. Comment cette fonction peut défaillir? Comment le stylo? Ben, le stylo, c'est que, par exemple, l'encre ne sèche pas. Hein. Je passe ma main sur l'écriture que je viens de faire et ça s'étend. Voilà. Bon. Ou mon stylo coule, par exemple, dans la poche. Ou le capuchon se détache. Voilà. Donc, en fait, le mode de défaillance, c'est comment l'objet ne remplira pas la fonction qu'on attend, fonction d'usage ou fonction contrainte. Oui. Alors, une fois qu'on aura identifié le mode de défaillance, on va aller chercher la cause. Et la cause, forcément, c'est un élément. C'est l'encre. Hein, si on dégueulasse la feuille
en passant la main dessus, ça veut dire que c'est l'encre, et c'est l'encre qui n'est pas bonne. Le choix de l'encre, il n'est pas bon. Donc, systématiquement, un mode de défaillance, il est associé à une des causes, bien sûr. Par exemple, pas de serrage, ça peut être dans le cas-là un switch défectueux, ça peut être un manque d'air, ça peut être une fuite au piston, ça peut être une lame défectueuse. Oui. Donc, à chaque fois, on va identifier un composant ou un élément de ce produit qui, non pas ne remplira pas sa fonction, mais n'est pas adapté à la fonction ou était mal choisi. Puisque je rappelle qu'une conception, ce sont des choix. Des choix de composants, des choix de couleurs, des choix de poids, des choix de performance, enfin, pas de performance, la performance à la fonction, mais ce sont des choix d'éléments, des choix de composantes du produit. Donc, à ce moment-là, pour chaque cause, on va travailler cette fois-ci sur l'analyse du risque. Quel est le risque que ce switch soit défectueux? Donc, on va travailler en règle générale sur trois critères qui sont la probabilité d'apparition, l'occurrence, sur la non-détection et sur la gravité. Donc, la probabilité d'apparition, l'occurrence, effectivement, on sent bien que pour évaluer cette probabilité d'apparition, il faut faire appel à l'expérience. Par le passé, ce switch, est-ce qu'on l'a déjà utilisé, ce switch-là, hein, numéro machin truc, et qu'est-ce qui nous a posé déjà comme problème? Donc, si on l'a déjà utilisé, effectivement, on sait, bon, il est défectueux de temps en temps. Bon, alors on va utiliser aussi, et je vous proposerai aussi deux options. On va utiliser bien sûr des notes, hein, puisqu'on va évaluer trois critères et on va évaluer en règle générale, très souvent, les index sont notés de 1 à 10. Donc, je vous proposerai une autre notation, plus facile, plus simple et surtout plus euh, économe en temps. Mais je reviendrai après. Donc, ça veut dire que là, on a effectivement trois critères. La probabilité d'apparition, donc je répète, on fait appel à l'expérience. Et si le switch, c'est un switch qu'on n'a jamais utilisé par le passé, dans une conception identique, là, le risque, il est maximum. Donc, on va mettre 10. D'accord? Quand on n'a pas d'expérience, c'est 10. Toujours. C'est le risque maximum en termes d'occurrence. Ensuite, la non-détection. Donc, la non-détection, c'est est-ce qu'on a des signes avant-coureurs de ce phénomène, de ce problème? Ben, si oui, on en a, ça diminue effectivement hein, le niveau du risque, donc on va mettre une note plutôt basse. Si on n'a aucun signe avant-coureur que cette fonction-là peut défaillir, hein, dans certains cas, alors je ne parle pas de l'encre, hein, mais parce que c'était du go-no-go, mais dans d'autres produits, il se peut qu'il y ait, par exemple, une usure prématurée ou quelque chose qui marche moins bien. Voilà, donc c'est un signe avant-coureur de défaillance. Hein, c'est une marche en dégradé, comme on dit. C'est pareil pour la machine, pour l'équipement. Donc, une fois qu'on a mis notre note de 1 à 10, hein, donc aucun signe avant-coureur, le risque, il est maxi parce que l'objet va dysfonctionner immédiatement, sans signe avant-coureur. Donc, ça, c'est plutôt grave, hein, parce que s'il y a un signe avant-coureur, on peut réparer, on peut changer, etc., etc. Là, c'est grave. Et la gravité, effectivement, c'est le dernier critère, toujours noté de 1 à 10 aussi. Donc, qu'est-ce que ça peut engendrer comme dégâts? Alors, la gravité, comme la non-détection d'ailleurs, ce sont toujours des éléments qu'il va falloir définir au départ. C'est quoi une gravité 10? C'est quoi les conséquences d'une gravité 10? Dans certains cas, ça peut être un décès, ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose, ou ça peut être un retour client, ou ça peut être un client qui s'en va parce qu'il n'est pas content, ou le produit est invendable. Vous voyez, donc, il faut toujours, au départ, se mettre d'accord. Les AMDEX, ce sont des analyses de risque, et les analyses de risque, ce ne sont pas des sciences exactes, hein, puisqu'on se base sur des estimations qui ne sont jamais vraies. Voilà, c'est des sentiments. Donc, une analyse de risque, c'est toujours faux, par définition. Maintenant, si on n'en fait pas, c'est pire. Donc, il faut bien savoir que ce sont des conventions. Donc, on va convenir qu'est-ce que c'est qu'une gravité 10, qu'est-ce que c'est qu'une gravité 1, 2, 3, 4, etc. Alors, j'en parle tout de suite parce que je vous montrerai quelques exemples. Moi, je sais que j'utilise, en matière de risque aussi aujourd'hui, hein, gestion de risque, mais en AMDEC aussi, j'utilisais toujours des niveaux de notes de 1 à 4 parce que c'est largement suffisant. Je répète, ce n'est pas une science exacte. Hein. On ne va pas aller chercher des demi-points comme à l'école, etc., dans des notes. Nous, ce qu'il nous faut, par exemple, si je prends l'exemple de la probabilité d'apparition, en fait, on cherche le consensus. Vous voyez, tout à l'heure, je disais attention aux discussions qui n'en finissent pas. Eh bien,
plus la note est, plus l'échelle de note est élevée, plus il y a de discussion. Ah non, mais moi je ne mettrais pas 6, je mettrais 7. Oh, mais moi je ne mettrais pas 7, je mettrais 6,5. Et là, vous passez une demi-heure à savoir si c'est 6 ou 7. Donc c'est du temps perdu. Parce que je répète, ce n'est pas une science exacte. Hein, on ne va pas faire des mesures pour savoir si c'est 6 ou 7. C'est une estimation et on cherche le consensus. Quand tout le monde est d'accord à peu près, et donc sur de 1 à 10, les gens ne sont jamais d'accord. Quand on fait de 1 à 4, il y a consensus. Parce que si je prends l'exemple de la probabilité d'apparition, eh bien, on a 4 niveaux. Et ça, ce sont des niveaux qu'on peut utiliser partout. Niveau 1, c'est jamais arrivé. On n'a jamais eu de problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'occurrence. Niveau 2, c'est arrivé rarement. 3, quelquefois. Et 4, souvent. Et là, je vous assure que les gens sont d'accord. Quand vous utilisez 4 niveaux pour évaluer une occurrence, en 3 secondes, il y a un accord. Parce qu'on le sait très bien, tous les gens qui sont présents, qui sont des professionnels, qui ont l'expérience, ils savent bien si c'est un truc qui merdouille ou si c'est un truc qui va bien. Voilà, tout simplement. Pareil pour la non-détection. La gravité, c'est soit un petit peu plus difficile parce qu'il faut vraiment définir à l'avance ce qu'est un niveau de gravité pour qu'on soit d'accord. Hein, mais là encore, toujours 4 niveaux. Alors, j'en profite aussi, puisque je suis dans les niveaux, je regarde l'heure, 32, dans les niveaux, et notamment quand on fait de la gestion de risque de type ISO, si vous voulez, mais d'une manière générale, euh, moi, j'ai utilisé, j'ai un copain qui est un spécialiste de la gestion de risque et des crises, et qui m'a un jour fait découvrir, en fait, un ingénieur qui s'appelle, un ingénieur anglais qui s'appelle Farmer, et qui était un ingénieur atomiste nucléaire. Et donc, lui, il partait du principe que quand on fait un niveau de risque avec ces 3 critères, occurrence, non-détection ou gravité, souvent d'ailleurs, dans certains cas, il n'y en a que 2, c'est occurrence et gravité, eh bien, euh, les, 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 les risques, enfin, les événements hyper graves ne viennent pas en tête quand on a fait le produit de occurrence et gravité. Hein, parce que si on a une occurrence de 1 et une gravité de 4, il est exactement le même qu'une occurrence de 4 avec une gravité de 1. Et lui, il dit, c'est un ingénieur dans le nucléaire, il dit 4, c'est pas beaucoup. Si jamais la centrale explose et qu'on tue 50 millions de personnes, c'est pas beaucoup. Donc, en fait, il avait utilisé une notation beaucoup plus importante pour la gravité. Toujours 4 niveaux, mais autant l'occurrence, il utilisait 1, 2, 3, 4, autant non-détection 1, 2, 3, 4, mais gravité, il utilisait 1 jusqu'à 1 million. 4 niveaux. Alors moi, je me suis approprié cette approche-là, j'ai trouvé pas idiote. Hein, par exemple, je prends l'exemple du Covid qu'on a subi il y a 2, 3 ans. Personne n'avait inscrit la pandémie dans les analyses de risque dans les entreprises. Hein, pourquoi? Parce que l'occurrence était faible. On n'avait jamais eu de Covid, donc c'était du 1. Et puis, si on avait mis du 4, effectivement, on avait beaucoup d'autres risques qui passaient avant le Covid. Or, ça a fait des dégâts. Donc, moi, j'utilise aujourd'hui souvent dans la gravité une échelle de 1 à 100. 4 niveaux. Pas de gravité 1, un peu grave 10, grave 50, très grave 100. Ce qui fait qu'effectivement, quand on va faire l'évaluation du niveau de risque avec le produit des 3 critères, eh bien, ce qui est très grave va souvent monter au-dessus de la liste. Et c'est ce qu'on attend. Hein, parce que quelque chose qui est fréquent, mais dont tout le monde se fout, bon, on ne va pas passer du temps à rectifier ça. Vous voyez. Voilà, donc moi j'aime bien cette cotation de Faber que j'ai bricolée pour mon usage, hein, parce que moi je ne travaille pas dans une entreprise, dans une centrale nucléaire, mais simplement c'est vrai que très souvent en matière de santé ou de sécurité, par exemple, eh bien, je pense qu'il faut faire en sorte que la gravité, hein, que le dernier critère, soit plus fort que les autres et une influence plus forte, un impact plus fort sur l'évaluation du risque global. Donc une fois qu'on a mis une note partout, eh bien, on va vers le produit, hein, c'est le niveau de risque en fait, et ce niveau de risque, ce produit des 3 critères, va nous donner une hiérarchie des boulots qu'il y a à faire. Donc, on comprend bien, effectivement, que la phase finale d'une AMDEC, qui est de faire des améliorations préventives, hein, on est dans l'action préventive dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas encore comment dire, fabriqué le produit, on en est seulement à la phase de conception, eh bien, toutes les actions préventives qu'on va mettre, on va les faire dans l'ordre de leur importance, dans l'ordre du niveau de risque. Donc, dans ce cas-là, si on a 3 critères de 1 à 10, on comprend bien que les critères qui seront à 800, à 900, il va falloir s'en occuper tout de suite. Et plutôt. Après, bon, les critères qui sont à 10, à 20, etc., on peut vivre avec parce que
Bon, effectivement, si on a un produit de sécurité, on va travailler sur tous, mais là encore, il faut être raisonnable. Hein. Très souvent, on a des niveaux acceptables de risque. Ça aussi, c'est une convention et qu'on peut se donner. Oui. Hein, par exemple, c'est plus facile de comprendre ces niveaux acceptables quand on est avec deux critères. Si je prends, par exemple, le critère probabilité d'apparition et gravité. Imaginons que les deux soient de 1 à 4. Eh bien, on va dire que le niveau acceptable de gravité, puisque le produit des deux, c'est 1 fois 1 égale 1, ça, tout va bien, ou le niveau le plus grave, c'est 4 fois 4, donc occurrence 4, gravité 4, c'est 16. Donc, on va dire, nous, tout ce qui est en dessous de 4, c'est acceptable, inférieur ou égal à 4. Pourquoi? Parce que l'un des deux au minimum. Soit l'occurrence est nulle, c'est jamais arrivé, mais c'est grave, bon, on peut accepter, c'est pas la peine de corriger, puisque on n'a jamais eu ce problème-là. Hein, donc, ça veut dire que notre fonction, elle est fiable, et les éléments sont fiables. Ou dans le cas inverse, on a une occurrence qui est élevée, 4, mais on a une gravité nulle. Donc, ce niveau, vous voyez, c'est le niveau acceptable. Donc, tout ce qui est en dessous de 4, on laisse tomber. Après, c'est une convention. Hein, on peut dire qu'on va laisser tomber tout ce qui est en dessous de 12, par exemple. Pourquoi pas? Et qu'on va se préoccuper de tout ce qui est entre 12 et 16. Bon. Après, ça, c'est le groupe qui va définir sa manière de fonctionner, ses règles. Donc, le groupe va définir les critères de gravité, les critères de non-détection, les critères d'occurrence, et va définir aussi un niveau d'acceptation. Alors, euh, ça, c'est pour la petite histoire, mais si on travaille aussi sur toute la gestion de risque en général, pas simplement sur des produits ou des process, hein, il y a une norme qui est intéressante et c'est la norme ISO 31000 sur le management des risques, ligne directrice pour le management des risques. Donc, je vous engage effectivement à acheter, procurer cette norme parce qu'il y a des vocabulaires, il y a tout un tas d'éléments qui sont intéressants à découvrir. Et puis, c'est vrai que comme ça, sur la base d'une norme. Une norme, c'est intéressant parce qu'on acquiert une culture commune et on parle le même langage. Donc, l'AMDEC produit, c'est terminé. Après, l'AMDEC procédé. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, je repars sur les colonnes de gauche. L'AMDEC procédé, on a la gamme, la suite des opérations, tout simplement, hein, qui ont été définies par le bureau des méthodes, effectivement, avec euh, l'approvisionnement, la matière, le stockage, la préparation, les contrôles. Bon, ça, c'est du classique. Dire, les AMDEC procédés sont plus simples en termes d'appréhension. Un AMDEC produit, il faut quand même être un petit peu familiarisé avec les approches fonctionnelles, les analyses fonctionnelles. L'AMDEC procédé, bon, ben, on sait tous ce que c'est qu'une gamme de production, qu'une gamme de fabrication, une suite d'opérations, etc. Donc, on a étuvage, préparation, outillage, fraisage, perçage, enfin, toutes les opérations qu'on peut trouver dans une industrie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi dans le bâtiment. J'ai déjà fait des AMDEC dans le bâtiment, qui sont intéressantes aussi. Et ensuite, effectivement, le mode de défaillance, ben, le mode de défaillance, c'est la non-conformité. Hein, c'est l'événement indésirable, c'est comment l'opération va, qu'est-ce qu'elle peut fabriquer en termes de non-conformité. Par exemple, il peut y avoir une panne machine, il peut y avoir, alors, pardon, on peut avoir les causes. Bon, dans ce cas-là, c'est des préparations. Donc, j'aurais dû, j'ai mal choisi mon exemple parce que j'ai que des opérations préalables, j'ai pas d'opération de production. Mais les causes, bon, ben, ça veut dire que température trop élevée, outillage, par exemple, s'il y a des cases des absences de trous, ça peut être des cases de forêt, ça peut être bon, en fait, toutes les causes possibles qui font qu'on va produire une non-conformité, un produit non conforme à une opération quelconque. Et derrière, à nouveau, eh bien, on a ces trois éléments qui sont les probabilités d'apparition, probabilité de non-détection et gravité. Et vous voyez que là, dans l'exemple d'Amdec procédé, j'ai utilisé une notation de 1 à 4. Voilà. Mais j'ai utilisé 1 à 4 partout. On peut utiliser Farmer hein, de 1 à 100 pour la gravité. Là encore, c'est vous qui estimez si la gravité doit être un critère plus fort que les autres. C'est une question de convention, je répète. Hein. Gestion de risque, ça nous simplement, ça nous donne une priorité d'action pour essayer d'améliorer un produit, d'améliorer un procédé, d'améliorer un équipement. Donc, on ne fera pas un truc parfait, mais si on peut, hein, enfin on peut. Non, on ne peut pas, mais en tout cas, on peut approcher à perfection si on consacre beaucoup de temps. Le problème, et qu'on connaît dans toutes les industries, c'est que ben voilà, on n'a pas le temps. Hein, donc, on va prioriser des actions importantes parce qu'on a des niveaux de risque de défaillance de produits ou de procédés importants, puis le reste, ben, on vivra avec. Après ça aussi, c'est vous hein, qui décidez si vous voulez avoir un procédé parfait sans non-conformité, ou presque parfait,
parce que c'est important dans votre mode de production ou dans le produit, voilà. Hein, ou si c'est un produit un peu tout venant, où on peut bon, imaginer peut-être quelques productions, quelques dysfonctionnements dans le produit, ça ne posera pas de problème. C'est sûr que si vous avez un produit, je ne sais pas, de sécurité, de médical, donc là, il faut que le risque soit zéro. Voilà. Tout ça, là encore, ça dépend du métier, de votre métier. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore euh, la non-détection, ça veut dire qu'en fait, oui, par exemple, si on a un problème en non-détection, l'action corrective, ça peut être de mettre un contrôle, tout simplement. Hein. Alors, bien sûr, dans les actions qu'on va mettre, on peut agir sur. Alors, en général, la gravité, on ne peut pas agir dessus, parce que c'est intrinsèquement lié à la fonction, c'est intrinsèquement lié à quelque chose de particulier, donc à la non-conformité. Donc, en fait, on ne peut pas agir sur la gravité. Souvent, on va agir sur la cause. C'est-à-dire que soit on va réduire, on va changer le mode de production, par exemple, et on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de production de la non-conformité, donc éliminer la cause, ou alors si on ne peut pas éliminer la cause, on va peut-être mettre un contrôle supplémentaire pour arrêter la non-conformité avant ou éviter qu'elle aille jusqu'au bout de la production. Donc, oui, on a en gros ces deux manières-là d'agir. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, ensuite, sur l'AMDEC moyen. L'AMDEC moyen, donc, ce sont des AMDEC, toujours, hein, opération de contrôle, qui s'apparentent à un AMDEC produit, mais qui sont adaptés à une fonction ou à des fonctions d'un équipement. Donc, dans ce cas-là, là encore, je ne sais plus ce que c'était que cette machine, mais on a une fonction mouvement avec une descente de tête, par exemple. On a une fonction chauffe avec une régulation. On a une fonction sécurité et on a une fonction résistance à l'agression. Donc, par exemple, si c'est un équipement qui est dans des conditions physiques un peu difficiles, je ne sais pas, je pourrais, par exemple, prendre dans le monde agricole, hein, on sait très bien effectivement que tous les équipements agricoles sont soumis à des conditions d'utilisation difficiles. Hein, ça couche dehors, c'est plein de boue, etc. C'est toujours compliqué. Et souvent, on voit des dégradations qu'il peut y avoir en matière de rouille, en matière de peinture qui ne tient pas, etc. Donc, tout ça, c'est une fonction de résistance aux agressions extérieures. Donc, bien sûr, ça dépend, là encore, où l'équipement est utilisé. Donc, tout ça, ça doit être défini au départ dans une analyse fonctionnelle. Et derrière, là encore, effectivement, le mode de défaillance. Voilà, par exemple, descend de tête, il n'y a plus de mouvement, elle ne descend plus la tête, voilà, tout simplement, ou elle descend ou ralentit, le mode de fonctionnement est dégradé. Donc là encore, on va aller chercher toujours la cause. Et dans ce cas-là, un produit comme un moyen, la cause, c'est un élément, c'est un composant hein, de ce moyen. Et dans ce cas-là, par exemple, ce sera un vérin capteur qui s'est cassé ou les freins d'échappement qui sont défectueux, hein, ou un dysfonctionnement un peu plus bas du bouton d'arrêt, ou une rupture d'amortisseur, par exemple, s'il y a du bruit ou je ne sais pas quoi, des ruptures de tuyaux, etc. Vous voyez, donc là encore, hein, je répète, c'est toujours effectivement par rapport à une expérience passée de produits similaires hein, qu'on va effectivement faire des AMD. C'est sûr que si la première fois que vous faites un tracteur ou la première fois que vous faites une moissonneuse, l'AMDEC, ça ne sert à rien parce qu'il y aura des risques partout, puisqu'on n'a aucune expérience. Un AMDEC n'est valable que parce qu'on va faire appel à l'expérience du passé. Et donc, c'est pour ça que dans un groupe AMDEC, il ne faut pas de stagiaires. Hein, ça ne marche pas. Il faut que des gens expérimentés, qui ont de la bouteille. Donc derrière, à nouveau, la probabilité d'apparition. Est-ce que ce problème est déjà apparu sur un équipement identique qui avait la même fonction de tête qui descend ou qui monte, etc. Hein. Je répète, si c'est nouveau, parce que dans une conception, on a des éléments qu'on a déjà expérimentés ailleurs et on peut avoir des éléments sur lesquels on innove. Donc cela, je répète, le risque, il est maxi. Hein, la probabilité d'apparition, quand on n'a pas d'info, c'est 10 ou 4. Ça peut pas être autre chose. On ne va pas faire des suppositions. Oh, je pense qu'on a fait le bon choix, ça ne devrait pas se passer. Non, non, non. C'est si on n'a pas d'expérience, le risque, il est maxi. Et ça sous-entend, par exemple, que dans ce cas-là, il faut peut-être faire des tests sur la composante, sur le composant. Oui. Hein, le vérin, c'est la première fois qu'on utilise ce vérin. Ben, avant de le mettre dans notre tracteur ou dans notre machine, on va le tester. On va demander des rapports de test au constructeur. Hein, on va peut-être choisir quelque chose, et ce sera ça l'action préventive.
hein, ou faire même des tests chez nous. Si on fabrique un des composants, on va le tester avant de le monter, parce qu'on n'a pas d'expérience dessus. Voilà. Donc ensuite, la non-détection. Ben, effectivement, la non-détection, c'est est-ce que la défaillance est brutale ou pas? Parce qu'un équipement, effectivement, si ce sera le niveau de risque, il est important si il n'y a pas de signe avant-coureur. Oui, par exemple, je sais pas, il y aura une chauffe avant qu'un élément casse, il va chauffer. Donc, si on peut détecter la chauffe, eh bien, ça va diminuer le niveau du risque de la défaillance, puisqu'on sera capable éventuellement soit d'intervenir sur la machine pendant qu'elle marche, soit de l'arrêter 2 minutes pour changer la pièce, avant qu'elle casse, puis qu'elle mette le bazar partout. Hein, ou ça peut faire du bruit. Hein, un truc qui commence à grincer, cric, 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 et de plus en plus fort. Donc ça, c'est un signe, effectivement, que ça va bientôt casser, qu'il y aura un truc qui va déconner. Donc, dans ce cas-là, effectivement, s'il y a des signes avant-coureurs de panne ou de défaillance, ça diminue. Et au niveau de la non-détection, on aura des notes faibles. S'il n'y a aucun signe avant-coureur, si habituellement la composante tombe en panne, boum, brutalement, c'est 10 ou 4. Et la gravité. Alors, les trois critères, ils sont indépendants. Il n'y a pas de double peine. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de détection que c'est plus grave. Chaque, chaque critère doit être évalué avec ses propres éléments. La gravité, c'est les conséquences. Alors on va dire, oui, mais si on ne détecte pas, ce sera plus grave. Oui, mais chaque chose a sa place, quoi. Parce que c'est le produit qui va faire le niveau de risque derrière, effectivement. Toujours le produit des deux ou des trois critères en l'occurrence. Voilà, il est 47, donc il nous reste 13 minutes. Alors, simplement, encore un tout petit mot sur l'animation. Et c'est facile, hein. On dit il faut qu'une AMDEC soit faite. Alors après, on va se donner aussi les conventions. C'est 2 heures, c'est 4 heures, mais c'est pas une journée. Parce qu'on ne peut pas mobiliser les gens comme ça. Tout le monde a du boulot en dehors de ces études AMDEC. Donc, si on dit, allez, on a 4 heures pour faire une étude AMDEC, on a une AMDEC procédée avec 50 opérations, eh bien, et dans chaque opération, on peut avoir deux ou trois non-conformités. Mettons, on a 60, allez, je prends un contrôle, on a une soixantaine de non-conformités potentielles. Eh bien, si on veut faire une AMDEC en 2 heures, il ne faut pas qu'on passe plus de 2 minutes par non-conformité. Oui, c'est simple, temps divisé par le nombre de non-conformités. Et du coup, l'animateur, il doit toujours avoir cet élément-là en tête. Je ne dis pas qu'il faut prendre 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Quelquefois, il faut prendre 3 minutes ou 4 minutes simplement pour avoir une évaluation. Quelquefois, c'est rapide. Alors, comment on peut accélérer aussi? Par exemple, si à la probabilité d'apparition, on a 1, ça veut dire qu'on peut être dans le niveau d'acceptation, d'acceptabilité du risque. Parce que 1 multiplié par les deux autres, on va être en bas de l'échelle. Donc ça veut dire que, effectivement, si vous êtes animateur et que dans la première évaluation, probabilité d'apparition, c'est 1, laissez tomber. On n'évalue pas les autres, ni la non-détection, ni la gravité, puisqu'on sera en bas de l'échelle. Ça peut être une possibilité, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais ça permet d'aller vite. Je vous assure que, enfin, par expérience, et très souvent, les index s'arrêtent parce que ça prend trop de temps. C'est vraiment un problème chronophage. Ouais, et surtout, c'est un peu chiant, je répète, c'est pas si encore c'était quelque chose sur lequel on s'éclatait, mais là, bon, allez, il faut passer en revue toutes les non-conformités, etc., etc. Donc, soyez attentifs au temps. Voilà. Donc, 2 heures d'AMDEC, à mon avis, c'est une séquence suffisante. Il vaut mieux faire 2 fois 2 heures plutôt que 2 journées d'AMDEC continue, parce que ce sera la seule fois que vous le ferez. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, hein, c'est 3 quarts d'heure, c'est quand même assez rapide, mais allez-y, hein, on est là pour échanger, il nous reste 10 minutes. Alors, c'est toujours la première question la plus difficile, mais dans les participants, je vois qu'il y a des entreprises, par exemple, chez Pfeiffer Vacuum. Est-ce que vous utilisez les AMDEC, Franck? Bonjour, vous m'entendez? Oui, 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 on utilise effectivement on utilise avec produits, sur la phase de conception, mais si je ne dis pas de bêtises, on les fait assez peu vivre après et ça reste un petit peu lettre morte. J'ai l'impression que c'est fait au début et on ne vient pas les remettre en cause dans la vie du produit. Je pense que c'est ce qui fait que ça ne prend pas réellement corps chez nous. Alors, j'en profite, j'avais une question aussi. Vous m'entendez toujours? oui, oui. oui. Ouais.
Est-ce que d'une AMDEC à l'autre, au sein d'une même entreprise, entre l'AMDEC produit, procédé ou moyen éventuellement, est-ce qu'on a les mêmes moyens, les mêmes niveaux de cotation à votre avis, ou est-ce que c'est relativement indépendant et on peut se fixer des conventions différentes de l'une à l'autre? Non, alors, je pense qu'il faut qu'il y ait des conventions bien établies pour chacune des trois AMDEC. Des conventions pour le produit, des conventions pour le procédé et des conventions ensuite pour les moyens, si vous faites du moyen. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas une science exacte. Donc, en fait, faut toujours que les gens aient la même manière d'aborder cette notion d'occurrence, cette notion de gravité. Donc, on peut avoir trois règles du jeu différentes selon qu'on est produit, procédé ou moyen, mais quand on a défini une convention pour le procédé, par exemple, on garde. Hein, de manière à ce qu'on ait une évaluation de tous les procédés avec la même approche, que les gens soient formatés, soient étalonnés pour avoir à peu près, je répète, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais il vaut mieux garder les mêmes techniques. Alors, simplement, je vois que j'ai été voir sur le chat et je vois que c'est Isabelle qui demande bonjour, peut-on utiliser l'AMDEC pour analyser les risques environnementaux? Alors, oubliez l'AMDEC, gardez l'idée, c'est-à-dire cette notion d'occurrence, cette notion de non-détection et cette notion de gravité. Et c'est vrai que les risques environnementaux, moi j'utilise cette gestion de risque, mais avec une approche processus, c'est-à-dire qu'en fait, on va identifier tous les processus ou toutes les fonctions, peu importe, hein, qui constituent une entreprise, et dans chaque processus, dans chaque fonction, on va identifier avec la méthode processus, donc avec la notion de sortie et d'entrée. Donc, habituellement, hein, quand on travaille sur les processus, on va avoir des données de sortie en termes d'information, en termes d'objets, etc. Et là, on peut y ajouter des données de sortie en termes de sortie dans l'air, dans l'eau, dans les déchets, etc. Donc, on peut identifier toutes les données de sortie ou toutes les données d'entrée qu'on peut avoir dans une composante de l'organisation et avec une approche environnementale. Hein, dans le secteur atelier 1, dans le bureau machin truc, qu'est-ce qu'on balance à la poubelle, qu'est-ce qui part dans l'air, qu'est-ce qui part dans l'eau, etc., etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on utilise, hein, qui peut avoir Donc je pense que, non pas l'AMDEC, mais l'analyse de risque, occurrence, non-détection et gravité, on peut l'utiliser effectivement pour une approche environnementale. Ouais, Fred Jackson, au niveau du travail de groupe, le BE arrive avec sa grille remplie jusqu'à cause ou elle vient avec une grille vide? Ah oui, alors non, vous avez raison, c'est une bonne remarque, hein, parce que effectivement, il faut toujours minimiser la mobilisation des personnes. Donc, effectivement, le bureau d'études peut venir avec une grille déjà remplie, avec son analyse fonctionnelle, qui peut être mise en cause. Hein, mais effectivement, on va pas faire l'analyse fonctionnelle avec le groupe de l'AMDEC. On ne va pas faire comment dire, l'analyse du procédé, la gamme opératoire, avec le groupe. Et vous avez raison, les gens du méthode arrivent avec la gamme déjà faite, avec leur grille déjà remplie, jusqu'à cause. Mais on peut les revoir rapidement après. Hein. Mais effectivement, ça évite de perdre du temps, effectivement, quelles sont les causes, etc. Et à ce moment-là, effectivement, s'il manque une cause, il y a quelqu'un qui va le dire. Je pense faut être attentif à l'efficacité du travail du groupe. Parce qu'il ne faut pas lasser les gens. Sinon, vous aurez peut-être l'effet que vous citiez tout à l'heure, hein, le fait que ça l'est. Vous avez utilisé l'expression lettre morte, ça reste lettre morte. C'est vrai que les AMDEC sont utilisés quand c'est fait de manière très efficace, très rapide chirurgicale. Donc, c'est une bonne remarque que vous avez faite, je vous remercie. Et effectivement, ça permet d'abord de mobiliser moins longtemps, effectivement, le groupe. Merci. Parce que dans l'absolu, une fois que l'AMDEC est faite, elle est suivie d'effet par une réunion où il y a une révision des actions, des plans d'action en fonction des priorités qui ont été définies. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, là aussi, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut aller vite, parce que, en fait, quand on intervient la conception d'un produit, par exemple, ou une gamme de fabrication, derrière, il faut mettre en production tout de suite, ou il faut industrialiser tout de suite. Donc, en fait, on n'a que très, très peu de temps pour engager des actions préventives. Hein, mais il faut que ce soit fait, puisque après, on va acheter, on va décider de choses qui vont prendre de l'argent et sur lesquelles on ne pourra plus revenir derrière, des investissements par exemple. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette notion d'action corrective, elle doit être
elle aussi extrêmement d'action préventive, hein, elle doit être elle aussi très rapide. Autrement dit, entre le moment où on a terminé l'AMDEC, on a identifié, mettons, 5, 6, 10 points sur lesquels il faut absolument qu'on fasse de la prévention. C'est qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état, hein, puisqu'on a, on s'est assuré qu'effectivement, il y avait des problèmes de défaillance de fonction, il y avait des problèmes de non-conformité. Donc, on ne peut pas laisser la gamme partir comme ça. Donc, il faut qu'on agisse rapidement. Donc, s'il faut modifier un produit ou s'il faut modifier une gomme opératoire, il faut le faire avant que ça démarre. Et c'est le vrai problème de l'AMDEC. Parce que très souvent, on n'a pas le temps, quoi. Entre la fin du prototype et la mise en industrialisation, c'est tout de suite, quoi. Et souvent que les gens des méthodes ou des études sont en retard. Bon, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et ça, c'est le vrai problème, effectivement, c'est de la gestion du temps et être hyper strict, de bien déclencher l'AMDEC tout de suite, que les gens soient présents, pas à faire des planifications d'AMDEC à 15 jours parce que c'est trop tard. Et on aura la situation où effectivement le produit est déjà lancé et puis on va constater qu'il y a des défaillances ou des non-conformités, on ne peut rien y faire. Ou alors on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça ne sert à rien. C'est comme si on n'ait rien fait. Et effectivement, si on fait rien, s'il n'y a pas d'action préventive derrière, bah, les gens vont dire c'est pas la peine qu'on se réunisse. Puis de toute façon, on fera comme d'habitude. Hein, une fois qu'on aura conçu, on va fabriquer derrière, ou une fois qu'on aura la gamme, on va fabriquer. Donc ça, c'est vraiment la difficulté particulière des AMD. Donc minimiser le temps et puis très vite réagir derrière. Donc effectivement, Valérie, c'est classique de dire une fois qu'on a identifié les actions, il faut un plan d'action, mais rapide tout de suite, quoi, dans la journée, quasiment, quoi. Et puis derrière, Et, les suivre jusqu'à ce que les actions soient en place. Et les actions doivent avoir été terminées, validées, avant de passer à l'étape suivante. Et là, on n'a pas de temps. Et est-ce que il y a une façon de mettre en place une culture AMDEC dans une entreprise, peut-être par commencer par des choses plus simples? Comment on initie cette habitude et qui initie un AMDEC dans l'entreprise de façon globale? Ben, en principe, alors déjà, il faut qu'il y ait une stratégie puis qu'une volonté de la direction. C'est toujours pareil, quoi. Il faut qu'il y ait une volonté de la direction, hein, de faire des AMDEC et puis que le patron soit persuadé qu'effectivement c'est important et qui mette la pression pour que les choses se fassent. Ça, c'est universel, hein, parce qu'on a toujours des bonnes volontés, des bonnes intentions, et ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je pense par exemple à des rituels sur l'amélioration continue où on dit, tiens, par exemple, il faut que les gens se réunissent une fois par semaine. Ben, s'il n'y a pas la volonté d'une direction qui fixe les choses et qui dit, ce sera comme ça, et celui qui ne se réunit pas, ben, il va prendre une soufflée, ça marchera. Ça marchera. Hein, parce que la volonté du patron, elle sera appliquée. Maintenant, il faut qu'il y ait cette volonté. Donc, il faut vraiment que l'AMDEX soit un vrai outil, que, au niveau de la direction, on considère que c'est utile. Et après, derrière, effectivement, c'est ce protocole. Hein. L'AMDEC, il est déclenché par les bureaux d'études, par le bureau des méthodes, quand on a une nouvelle gamme à faire, quand on a un nouveau produit. Et derrière, effectivement, que le patron soit attentif à ce que les choses se fassent vite. Mais c'est comme les réunions. On va dire, je pense que le problème qu'on a, nous, ici, enfin, je dirais peut-être en Europe ou en France ou je ne sais pas où, c'est ce manque de rigueur, quoi. Ce manque de rigueur, on démarre jamais à l'heure, on finit jamais à l'heure, on traite des trucs qu'on n'avait pas prévus, c'est le bazar. Et moi, cette culture que tu dis, Valérie, elle existe dans certaines entreprises. Hein. Moi, je suis admiratif, par exemple, vous savez, quand on a des petites réunions minutes, tous les matins de 10 minutes. Moi, j'ai déjà vu ça dans deux, trois boîtes. Je suis effaré, époustouflé. Les gens, ils arrivent. On a une réunion de 8h à 8h10. Je l'ai vu, hein, de mes yeux, quoi. Puis j'ai entendu des témoins, comme quoi ça marche bien. Les gens arrivent, à 8h, tout le monde est là. À 8h10, c'est fini. Pas à 8h11, ni 12. Et du coup, cette rigueur-là qu'on a appris à ces occasions de rituels, ben, il faut la maintenir dans les âmes d'œuvre. Alors, Et on va se l'appliquer. On va oui, se l'appliquer à la FQP Aura, puisqu'en fait, il est dans 20 secondes, il est 10 heures. Donc, moi, je tiens à te remercier, Yvon, vraiment pour cette préparation et puis cette présentation de l'APDEC qui, je l'espère, aura donné envie à nos participants oui, de l'initier. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain petit déjeuner qui, exceptionnellement, ne sera pas le premier mardi du mois de mai parce qu'il y a de très gros ponts, mais qui sera le 30 avril sur le thème du Lean and Green. Donc, c'est Lean que vous connaissez appliqué au green, à l'environnement. Et donc, ça sera animé par David Simré. Donc, il y a déjà les invitations qui sont parties. Donc, j'espère vous retrouver nombreux lors de ce prochain petit déjeuner et je vous souhaite une très belle journée au nom de la FQP Aura.
Alors, je vous salue aussi, toutes et toutes. Et puis, Valérie, est-ce que tu me permets 10 secondes pour faire un petit salut à Monsieur Niguet? Bien Monsieur sûr. Niguet,